Voilà. C'est lancé l'enregistrement. Bonjour. Nous sommes le 20 juillet 2021 et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans notre cours de littérature française critique. Et voilà, je pense que vous êtes encore un peu timide, donc je vais faire les honneurs de ces cours de rentrée de ce semestre. C'est le premier semestre de 2021. Et peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, les chats, ils entrent, ils sortent, ils ne se décident pas. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est plutôt la présentation du cours et l'indication des premières lectures. Et je vais vous expliquer un peu aussi mon idée pour ce cours. Donc, ce cours de critique, littérature française critique, c'est un cours obligatoire pour les élèves de baccalauréat. Et le semestre dernier, j'ai fait la publicité de ce cours, comme je l'ai fait pareil pour le cours de littérature de langue française 2 avec la professeure Gloire, parce que ces cours, ils sont obligatoires pour les élèves de baccalauréat, mais ils servent aussi comme option optative pour les élèves de licenciature. Et je fais la publicité de critique et de littérature africaine avec Gloria parce que c'est l'occasion pour ceux et celles qui aiment la littérature de faire ou de suivre encore un cours de littérature et aussi de pratiquer la langue, la lecture, etc. N'est-ce pas? Au lieu de combler les options avec d'autres cours, donc vous pouvez remplir avec des cours de littérature française et vous submerger ou vous émerger un peu plus dans le contexte de littérature française et de la francophonie, etc. Et deuxièmement, un autre aspect que je voudrais mettre en relief par rapport à ce cours, c'est que différemment ou au contraire d'autres cours de littérature, parce que dans les autres disciplines de littérature, on met en avant la lecture de textes littéraires, n'est-ce pas? Même si on travaille un petit peu le contexte, l'histoire de l'époque, ou, je sais pas, les interviews des écrivains, etc. L'objectif majeur, c'est la lecture et la connaissance des textes littéraires, ou l'approche des textes littéraires. Et ici, ce cours de critique, c'est un cours à la base théorique et critique, n'est-ce pas? Ou pour résumer dans un seul mot, c'est conceptuel. C'est un cours peut-être conceptuel. Et mon objectif ici avec ce cours, c'est de vous munir, de vous donner les outils nécessaires pour la bonne approche du texte littéraire dans un autre niveau, c'est-à-dire un niveau plus académique, plus académique, plus scientifique, si on veut, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, quoi d'autre? Ouais, c'est ces niveaux conceptuels et là aussi, on va parce que pour ceux et celles qui ont été déjà des élèves de littérature, vous connaissez bien la dissertation finale, la célèbre dissertation finale
que je vous demande. Et normalement, cette dissertation, vous la faites, vous la produisez à partir de la lecture d'un texte. Oui, Ingrid. Et donc, vous la produisez, vous l'écrivez, cette dissertation, à partir de la lecture d'un texte littéraire, d'un livre ou d'un poème, etc. Et vous pouvez choisir les sujets, le thème, la thématique de l'analyse. Donc, d'une certaine façon, la dissertation que vous faites, elle part plutôt de l'observation, de la lecture du texte littéraire et d'une certaine façon d'une construction à partir d'une thématique que l'œuvre aborde, n'est-ce pas? Et ici, on va faire une approche un peu différente et je vais essayer de vous montrer historiquement comment on a compris le texte littéraire, n'est-ce pas? Et aussi, on va essayer de comprendre aussi le développement historique de certains concepts, dont le concept de littérature, n'est-ce pas? De littérature, des critiques et des théories. Peut-être les trois grands concepts à travailler ici seront les concepts de littérature, parce que d'une certaine façon, peut-être ce qu'on considère aujourd'hui d'une façon plus ou moins pacifique comme littérature ne l'a pas été toujours la même chose, n'est-ce pas? Et une autre approche conceptuelle importante, à mon avis, c'est cette compréhension du développement historique des concepts, c'est-à-dire c'est l'historicité de certains concepts. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'un concept, tout simplement n'importe lequel, ce concept possède, il a une histoire. C'est-à-dire que au Moyen Âge, on comprenait cette notion d'une certaine façon, dans la modernité d'une autre façon, et aujourd'hui, nous avons encore une autre façon de comprendre une même notion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on utilise la même notion pour des compréhensions différentes d'un phénomène ou quelque chose comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, je parle de façon un peu abstraite, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce cours. Et donc, j'avais commenté je crois, avec mes élèves d'EPI, donc pour vous, c'est une information nouvelle, c'est que ce que je vais l'objectif de ce cours, c'est ou moi, je vais essayer d'imprimer dans ces cours cette idée de méthodologie des études littéraires. Vous voyez? Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle de méthodologie d'approche du texte littéraire? C'est comme vous savez, peut-être que vous avez déjà vu dans un autre cours, le mot méthode vient de l'idée de chemin. Donc, la méthode, n'importe laquelle, c'est un chemin conceptuel, théorique, pour faire l'approche, pour aborder ou interpréter, dans notre cas, le texte littéraire, n'est-ce pas? Et quand on parle de méthodologie de l'approche du texte littéraire, nous en avons plusieurs. Celles qui entrent plus directement dans l'analyse du texte et d'autres qui vont, par exemple, chercher le contexte dans lequel le texte a été produit, ou sinon même l'intérêt sur l'auteur du texte, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de plus personnel, subjectif, qui est projeté de l'auteur vers le texte.
Donc, juste pour vous donner quelques idées. Et donc, je vais projeter ici, au lieu de continuer de parler en abstrait sur le cours, je vais projeter ici le programme du cours. Mais il est déjà disponible, ou peut-être 2 secondes, je vais partager mon écran pour vous montrer notre salle de cours, tout d'abord. C'est incroyable comme 1 mois et demi de vacances, j'ai oublié où trouver les outils sur Teams. Et voilà. Voilà. Donc, ici, vous avez, j'imagine que vous avez mon écran, c'est la projection de notre salle virtuelle, n'est-ce pas? Et j'imagine que vous êtes déjà familiarisé avec la plateforme Teams. Donc, ici, sur Postage, c'est ce chat que nous avons directement pour l'échange de messages et d'informations. Et c'est ici, dans ce canal général, où je vais partager les vidéos des cours ou une information plus importante ou vous dire qu'un tel texte est déjà disponible dans les archives, etc. Et ici, dans l'onglet Archives, vous allez retrouver un premier fichier, c'est le fichier matériel de aula, et dans ce fichier, vous avez les fichiers de chaque unité. Et j'ai dû construire ici les unités avec des lettres parce que sinon, Teams changeait l'ordre de mes fichiers. Donc, j'ai dû les nommer A, B, C, etc. Et comme ça reste dans le bon ordre. Et donc, vous avez ici les fichiers pour chaque unité ou pour chaque unité. Et ils ne sont pas encore complets ou remplis avec la bibliographie obligatoire et complémentaire. Et ne vous étonnez pas ou n'ayez pas peur de la taille du programme, de la quantité d'unités. Je vais vous demander de lire quelque chose de plus précis, pas une infinité de textes, mais quand même, je vais disponibiliser tout ce qui est bibliographie complémentaire, n'est-ce pas? Et donc, ici, dans le fichier introduction, vous retrouvez déjà le programme, ce programme-là que je vais projeter et commenter tout à l'heure, le livre d'Antoine Compagnon, Les démons de la théorie, les dictionnaires, ce sont les entrées, je vais vous montrer ça aujourd'hui, je vais commenter rapidement, quelques entrées du dictionnaire du littéraire, ce sont, si je ne me trompe pas, 5 concepts qui seront importants tout au long de ce cours. Il y a une autre entrée, c'est l'entrée, toujours l'entrée critique littéraire d'un autre dictionnaire de termes littéraires et un livre ici, Théorie de la littérature in méthodos, si je ne me trompe pas. Une méthodologie, c'est en portugais. Voilà, une méthodologie dos estudos literários, Welleck et Warren. Je vais faire référence à ces livres-là. Donc, et pour la semaine prochaine, c'est le fichier de l'Antiquité classique. Donc, je change ici le partage d'écran et je projette le programme. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Pas encore, professeur. D'accord. C'était qui? Isabella. Ah, bonjour Isabella, merci. Comme je disais, je vous ai demandé de euh, ne pas avoir peur du programme, mais en fait, j'ai voulu faire ou vous donner les bases ou un panorama historique de, euh, autour de l'idée de la critique littéraire. Et ici, je prends l'idée, la notion de critique littéraire comme tout discours sur la littérature. D'accord. Euh, et, et donc, je pense que ça, c'est important pour... c'est ce qu'on appelle l'idée de connaître les champs d'études ou les champs du domaine d'études. C'est-à-dire qu'il y a certains débats dans le domaine des études littéraires et pour des étudiants de licence comme vous, qui ne sont pas tout à fait, vous ne vous sentez pas tout à fait familier ou familiarisé avec le, les débats du champ des études littéraires. Et donc, j'ai conçu ces cours comme une espèce d'introduction sur les grands débats euh, des études littéraires. Évidemment qu'ici, j'ai mis en relief le contexte français, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, je pense que c'est obligatoire pour les élèves du baccalauréat, mais peut-être pas pour les élèves de licenciature. Il y a un autre cours de critique littéraire offert par des professeurs de théorie littéraire en portugais, évidemment. Mais l'approche est un peu différente parce qu'ils vont mettre en relief le contexte de la théorie littéraire tout court et de la critique littéraire brésilienne. Donc ici, j'utilise cet espace de littérature française pour mettre en avant, pour mettre en évidence le contexte français. N'est-ce pas? Donc, voyons le, les objectifs du cours et le programme que je vous propose. Donc, quelque chose d'important aussi avant d'entrer dans le programme. Parce que, encore sur l'extension du programme, pour ceux et celles qui ont déjà été des élèves, vous savez que j'insiste avec l'idée de l'expérience de la lecture du texte littéraire, n'est-ce pas? À chaque semestre, à chaque début de discipline, de cours, je fais le même discours avec cette idée de l'expérience vécue, n'est-ce pas? En français, nous n'avons pas peut-être une bonne traduction pour cette idée de l'expérience vécue. En portugais, on peut faire une distinction entre expériência et vivência. Et en français, je traduis ici cette idée de vivência comme expérience vécue. Et je fais toujours ce discours pour l'expérience vécue du texte littéraire, parce que l'expérience, je sais pas, je dirais l'expérience esthétique, l'expérience du texte littéraire nous apporte une espèce ou une expérience particulière, propre, unique, qui est de l'ordre du vécu. J'explique un peu plus cette analogie. Parce qu'on peut apprendre dans notre vie
de différentes choses à partir de l'expérience des autres. C'est-à-dire, on prend connaissance d'un sujet, d'une action, d'un phénomène, peu importe, n'est-ce pas? Sans avoir besoin d'avoir vécu ce phénomène ou cette expérience. Mais vous savez très bien que quand on a l'expérience vécue de quelque chose, on se souvient de cette chose différemment et on arrive quand même à avoir une certaine mémoire affective, corporelle, intellectuelle différente. Et normalement, j'insiste avec cette idée de l'expérience vécue du texte littéraire. Donc, il faut, et quand je fais ce discours pour la lecture du texte littéraire, c'est exactement cette idée de quand on lit réellement un texte littéraire, on garde une mémoire de ce texte littéraire de manière affective, intellectuelle, etc. Et pourquoi je dis ça? C'est au lieu, j'insiste sur l'importance de lire les textes littéraires et pas les résumés, les commentaires sur le texte littéraire. Le plus important d'abord, c'est de lire le texte littéraire. Mais ici, et je ferme le parenthèse, et ici, c'est un cours de critique. Donc, c'est un cours comme je disais tout à l'heure, c'est un cours sur les discours sur la littérature, sur les approches et sur les théories à propos de la littérature, n'est-ce pas? Et donc, le plus important ici, ce sont les idées, les notions, les concepts. Donc, même si nous avons un programme très long, je ne vais pas vous faire lire des textes tout entiers, complets, ou de temps en temps, au lieu de vous faire lire le texte original, je vais vous demander de lire un commentaire ou un article à propos. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne sais pas, nous avons, mais pour les cours, pour mes explications, je vais vous apporter les textes de base, n'est-ce pas? Mais pour vos lectures, je peux vous recommander un article, ou un commentaire, ou un résumé, ou quelque chose comme ça. D'accord? Parce que ce que je veux ici, c'est de vous initier dans les idées de base de la critique, de la théorie littéraire, comme ça. Donc, je reviens ici sur le programme du cours. Littérature française, critique littéraire 2021, premier semestre. Et comme je disais, nous aurons nos cours mardi, tous les mardis, de 10h à 11h50, midi. Normalement, je dépasse un tout petit peu, mais je vais essayer de ne pas le faire. Mais nous avons quelques semaines, comme la semaine du 7 septembre, si je ne me trompe pas, les 12 octobre et les 2 novembre, dans lesquels nous avons un jour férié mardi. Donc, je déplace les cours au jeudi pour ne pas rater la semaine. Donc, nous avons ici la synopsis du cours, introduction à la critique littéraire française, rappel historique théorique, fondation et établissement de la critique littéraire, un temps des champs d'études, courant et auteur emblématique, concept clé de la critique littéraire. Je vais utiliser un outil ici, voilà, pour m'aider dans la lecture et pour vous aider à suivre. Donc, les objectifs, tout d'abord, faire un panorama de la critique littéraire en France, depuis ses origines jusqu'à nos jours.
comprendre ces bases historiques, ainsi comme le développement des différentes méthodes d'approche du texte littéraire, introduire les grands débats autour de la littérature. Et avant, un petit commentaire. Quand je dis ici comprendre les bases historiques, ainsi comme le développement de différentes méthodes d'approche du texte littéraire, ce que je veux dire, c'est moi, ça c'est quelque chose qu'on va discuter pendant le semestre. Et assez souvent, à mon avis, nous avons une idée erronée de la théorie, tout court, la théorie littéraire, la théorie politique, toute théorie, comme si la théorie était une vérité absolue, d'accord? Comme si la théorie était capable de tout expliquer ou encore une autre idée importante, comme si la théorie était un discours abstrait, absolu et atemporel, ahistorique. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les théories, ce sont des discours historiques aussi. Donc, ils ont une validité historique. Et normalement, quand un courant théorique vient à jour dans un moment de l'histoire, il répond à certains besoins, à certaines demandes d'une époque, et peut-être des années plus tard, cette théorie n'explique plus les phénomènes, n'est-ce pas? Par contre, au contraire peut-être des théories sociales en général, dans le domaine artistique, dans la littérature, assez souvent, on expérimente un phénomène qui est l'accumulation des théories, parce que c'est comme si, parce que comme vous savez, quand on parle de valeur littéraire, par exemple, la littérature grecque de l'Antiquité classique n'est pas moins valable ou moins importante que la littérature contemporaine, ou un texte contemporain n'est pas, je sais pas, la même valeur d'un texte classique ou canonique, par exemple. Les phénomènes artistiques ont cette particularité. On peut accorder la même valeur à un texte je sais pas, Virgile et de Leila Slimani, qui est une auteur contemporain. Donc, ce que je veux dire, c'est, peut-être je complique un peu les choses, mais ce que je veux dire, c'est que les discours théoriques et critiques, ils sont aussi des discours historiques, ils répondent, ils viennent à jour, ils apparaissent à un moment donné parce que on a besoin d'expliquer certains phénomènes artistiques ou sociaux, etc., ou sociaux, phénomènes sociaux, et cette explication, elle sera valable pour une certaine période de temps. D'accord? Et ça arrive aussi que une théorie, elle va perdre l'importance à un moment donné, et puis des années plus tard, elle récupère son importance ou on fait une relecture d'un certain courant théorique. On va voir ça un peu. Et c'est par exemple dans les courants théoriques du XXe siècle, nous avons par exemple le formalisme russe, la psychanalyse, le structuralisme, mais ce sont des théories qu'aujourd'hui on laisse un peu de côté, n'est-ce pas?
et raison pour laquelle, quand j'ai dû faire le choix de quel courant étudier avec vous au XXe siècle, j'ai laissé de côté la psychanalyse que j'aime bien au détriment de la théorie féministe, parce que je sais qu'aujourd'hui, la critique féministe elle a peut-être plus d'importance dans le débat public que la théorie psychanalytique, n'est-ce pas? Donc, il y a une certaine mode, je dirais, pour les discours autour des discours théoriques, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Et je continue ici. Mettre en pratique les techniques de la dissertation littéraire, de l'exposé oral et de la réflexion théorique concernant la littérature. Et je souris ici parce que j'avais parlé de la dissertation de mes cours de littérature. Et Ingrid, je vais faire un peu différemment et je vous explique à la fin de la présentation du programme. D'accord? On aura un travail final, une espèce de dissertation, mais le format sera différent des disciplines de littérature. D'accord? Ah, mais c'est bien. Oui, je vous explique un peu ce que mon intention. D'accord? Donc, voyons ici le programme. On est moins 15. Donc, introduction générale, c'est aujourd'hui. Et vous allez voir, j'ai organisé un peu comme ça. Ici, en rose, c'est le titre de l'unité. En jaune, la date du cours. En vert, ici, parce que j'ai divisé le cours dans une première partie sur les antécédents historiques de la critique littéraire et une deuxième partie, l'avènement de la moderne critique littéraire. D'accord? Parce que on peut faire cette division, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle avec les Lumières et la moderne critique littéraire à partir du XIXe siècle. D'accord? Et on verra comment ça se fait, cette division, n'est-ce pas? Ici, j'ai mis aussi en bleu le 19e siècle et puis le 20e siècle tout en bas. C'est juste pour vous expliquer un peu l'utilisation de ces couleurs dans le programme. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire cette présentation du programme et peut-être discuter rapidement ces concepts clés de la critique. Je fais des bêtises ici. L'esthétique, le goût, l'herméneutique, l'histoire littéraire, la politique et la théorie. Donc, je ne vais pas entrer dans cette discussion-là tout de suite parce que je vais laisser ça pour la fin du cours. Et je continue la présentation du programme. Donc, dans cette première partie, nous avons les antécédents historiques de la critique littéraire. Et j'ai appelé ici ces antécédents historiques comme les règles d'art. Comme on verra, il y a, et peut-être cette idée de règles d'art nous aide à faire cette séparation entre tout ce que nous avons parlé à propos de littérature et de l'art jusqu'au XVIIIe siècle et le nouveau discours sur la littérature à partir du XIXe siècle. D'accord? Et cette idée de la règle d'art, elle est importante et ce sera le sujet de la première unité, l'Antiquité classique, et on sera ici autour des traités des poétiques et il y aura évidemment des différences, mais vous connaissez sûrement
la poétique d'Aristote et comment ce texte d'Aristote a été important pour définir les règles de comment faire une tragédie selon le modèle classique. C'est ce que j'appelle les règles d'art, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que assez souvent dans la modernité, à partir du romantisme surtout, nous avons une conception, et c'est la conception que nous avons encore aujourd'hui, grosso modo, je dirais, que l'art, c'est l'inspiration, la liberté totale de l'artiste, et voilà. Et on cherche toujours les nouveaux. Ça dépend du contexte. Parce que c'est souvent, je donne toujours l'exemple de la chanson, de la musique. Nous avons quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau et nous avons plein d'autres artistes qui vont répéter le même modèle. Et je donne l'exemple de sertanejo universitário, rock indie, et vous pouvez chercher dans votre domaine de préférence, ça arrive toujours. Quelqu'un découvre comment faire quelque chose de nouveau et on va répéter plus ou moins la même chose. Et donc, c'est à partir du 19e siècle que nous avons cette idée ou ces idées de l'inspiration et de la liberté des créations. Mais avant le 19e siècle, on avait des règles assez strictes qui définissaient comment il fallait faire un poème lyrique, un poème épique, une tragédie, une comédie, etc. C'est Jobim qui ne sait pas s'il entre, s'il sort, s'il reste, s'il reste bon, s'il va ailleurs. Il est un peu inquiet, je pense, aujourd'hui. Donc, tout d'abord, donc, la première unité. La semaine prochaine, je vais parler de la République, de Platon à cause du concept de mimesis. C'est d'une certaine façon un concept capital de la littérature qui est, on peut traduire comme représentation ou imitation. Je ne vais pas entrer dans les détails du débat, mais c'est ça l'idée de cette discussion à partir de la République de Platon concernant l'art et la littérature. Aristote avec sa poétique et les règles de la tragédie surtout. Horace avec l'art poétique et peut-être une certaine discipline de la production artistique, n'est-ce pas? Et Longin et l'idée du sublime comme, parce que je vais rentrer un petit peu dans ce débat entre les beaux artistiques et les sublimes, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vais faire la semaine prochaine une présentation de ces sujets parce que il y a plein où ces concepts-là, ils sont à la base de notre pensée artistique jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est pour les contredire, nous sommes toujours en contact avec ces textes antiques, là, n'est-ce pas? Et puis, on aura une deuxième unité sur la Renaissance, la querelle des anciens et des modernes et les Lumières. Et ici, je vais prendre, c'est peut-être ce qu'on peut appeler la première modernité, n'est-ce pas? C'est à partir de la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Et peut-être certains ont déjà entendu parler de ce texte de la défense et l'illustration de la langue française. Je l'aime bien parce que il n'est peut-être pas forcément un traité de poétique, mais c'était un texte
de rénovation de la langue française naissant à cette époque-là, n'est-ce pas? Et puis, on entre dans les détails. Le texte des Boileau, art poétique, parce que ce sera une espèce de relecture de la poétique classique appliquée à l'art de son époque. Et puis, le parallèle des anciens et des modernes, c'est cette querelle qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes, parce qu'il y a un conflit d'idées par rapport à si on devait suivre les modèles antiques de l'art classique ou si on devait faire comme eux et renouveler et moderniser l'art à partir de ces moments-là. Et ici, nous avons d'une certaine façon Boileau comme un représentant des anciens et Charles Perrault comme un représentant des modernes. Et Charles Perrault, c'est le compilateur peut-être des contes de fées qu'on connaît comme le Petit Chaperon Rouge, ces histoires qui viennent du Moyen Âge et nous arrivent comme un conte de fées, n'est-ce pas? Donc peut-être vous connaissez quelques contes organisés ou écrits ou réécrits par Charles Perrault. Et puis, je vais entrer ici dans les Lumières, le Voltaire, Rousseau et Diderot, parce qu'ils vont faire aussi un discours sur l'art et la littérature. Et en fait, peut-être ils ne sont pas très importants comme d'autres, mais ils nous servent pour préparer l'arrivée au 19e siècle. Donc, raison pour laquelle je n'aime pas sauter les Lumières. Et puis, on entre dans la deuxième partie du cours. C'est l'avènement ou le surgissement de la moderne critique littéraire. Pardon, avant d'entrer dans la deuxième partie, est-ce que vous avez une question, un doute, un commentaire à faire? Non, ça va? D'accord. Isabelle, ça va? J'étais en train de dire que ça va bien. D'accord. Et donc, ici, dans cette deuxième partie, Erika? Ok, ça va, merci. Je vous explique en fait. Et vous voyez que dans cette première partie, j'essaye de faire les choses au plus vite possible. C'est très intéressant, mais en même temps, ce qui nous intéresse, c'est la critique moderne, mais sans ces références à la critique classique ou les discours sur la politique. Je pense qu'on perd un peu la compréhension de ces transformations dans la modernité. Raison pour laquelle j'aime bien faire cette introduction pour entrer dans la critique moderne. Par contre, il faut faire vite pour ne pas perdre trop de temps. Et donc, là, je vais faire tout d'abord une introduction à la critique moderne. Et j'aime bien ce livre-là d'Albert Thibaudet. C'est un livre, en fait, de 1930, mais qui fait une organisation de la critique au 19e siècle. Et je vais utiliser ça comme introduction pour qu'on parte en connaissant déjà quelles sont les divisions de la critique au 19e siècle. D'accord? Donc, j'aime bien faire cette division. Et nous avons ici la critique spontanée, la critique professionnelle et la critique des maîtres. D'accord? Et la critique, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la critique littéraire est tout simplement
tout discours sur la littérature, n'est-ce pas? Et donc, quand Thibaudet parle, par exemple, d'une critique spontanée, c'est cette critique spontanée. C'est ces discours ou les échanges, les conversations que nous avons librement autour d'objets, des objets artistiques ou des livres que nous avons lus. Par exemple, ce que vous faites, genre, vous regardez une série à la télé, et puis vous commentez cette série avec un ami qui suit la même série. Donc, et vous échangez des idées, ah, j'aime bien ça, je n'aime pas ça, j'aime bien l'organisation ou même un film, j'aime bien la caméra de ce réalisateur, la façon dont ces réalisateurs utilisent la caméra. Ça, c'est déjà de la critique, d'accord? Ou, je sais pas, par exemple, ouais, je ne vais pas insister, mais c'est ça. Et cette critique spontanée, elle va arriver aussi à la presse, n'est-ce pas? Et puis, nous avons la critique professionnelle qui va se professionnaliser surtout dans la presse et la critique des maîtres. La critique professionnelle, elle se fait aussi à l'école et à l'université, n'est-ce pas? Et cette critique professionnelle, c'est ce qui va donner la théorie littéraire en quelque sorte. Et la critique de maître, ici, c'est la critique des écrivains. Parce que, comme vous savez, les écrivains aussi, ils écrivent assez souvent de la littérature, mais ils écrivent aussi sur la littérature, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas qui était ici le semestre dernier. Ingrid, Isabella, Karin, Émilie, Ilana peut-être dans le semestre précédent. Juste pour vous donner un exemple. Le semestre dernier, dans les cours de panorama et dans les cours de roman, il y avait un roman et un livre de textes courts d'Alain Robbe-Grillet, l'écrivain du nouveau roman. Et vous avez tous les étudiants et étudiantes qui ont fait la dissertation à propos d'Alain Robbe-Grillet ont lu un article ou un essai ou un autre du livre d'Alain Robbe-Grillet qui s'appelle « Pour un nouveau roman ». Et ce livre d'Alain Robbe-Grillet, ce sont des articles qu'il a fait publier dans la presse de l'époque pour partager ses opinions sur la littérature et les transformations qu'il apportait à la littérature, ou pour justifier sa façon de faire la littérature, n'est-ce pas? Donc, on peut voir, selon cette physiologie de la critique d'Albert Thibaudet, on peut voir une critique spontanée, comme je disais tout à l'heure, les conversations que nous avons avec les amis, un commentaire qu'on laisse sur un blog ou un texte qu'on publie dans un blog, etc. La critique professionnelle de professeurs, professeurs universitaires et d'école, et la critique des maîtres, qui est le discours des écrivains eux-mêmes sur ce qu'ils font comme littérature. D'accord? Et j'aime bien cette séparation. Et puis on entre dans le 19e siècle et la naissance de la critique. Et encore une fois, comme le programme est long, j'ai essayé de condenser certaines idées dans l'anonymité. Et parfois, ces idées sont opposées, mais ça nous sert aussi à comprendre à partir du contraste. On va contraster des façons de faire la critique différentes, et comme ça, on peut les mettre en opposition et comprendre les aspects de l'une et de l'autre. Donc, tout d'abord, ici, la critique, les institutions sociales et l'histoire naturelle
des esprits. Donc, on aura dans cette unité 3, Madame de Staël et son livre de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. C'est parce qu'elle va analyser, parce que, comme je disais tout à l'heure, avant le 19e siècle, faire de l'art, c'était respecter les règles de la production artistique. Et ici, maintenant, avec Madame de Staël, on va avoir une nouveauté ou une nouvelle approche qui est celle de chercher dans la littérature les rapports ou les relations avec les institutions sociales comme la religion, la classe sociale, la politique, par exemple, mais aussi le rapport de ces institutions dans la littérature. Ça, c'est très intéressant. Et c'est une nouveauté qui arrive en ce moment-là. Et puis, on va voir avec Sainte-Beuve l'histoire naturelle des esprits, parce que, et ici, donc vous voyez que avec Madame de Staël, on aura une espèce de mise en contexte de l'œuvre littéraire, avec ses rapports avec d'autres institutions, et avec Sainte-Beuve, on aura cette, je vais utiliser ce terme, cette peinture de l'esprit ou du portrait de l'écrivain. C'est-à-dire, il va essayer de faire une espèce de profil intellectuel, spirituel des écrivains pour expliquer leur œuvre. Et ça va nous donner, en quelque sorte, cette idée de, pour étudier l'œuvre d'un écrivain, on veut savoir qui est l'écrivain. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on refuse ce genre d'approche, n'est-ce pas? Quand on dit, par exemple, qu'il ne faut jamais se demander ce que l'écrivain a voulu dire, n'est-ce pas? On ne s'intéresse pas à ce que... ça, c'est un lieu commun, parce que pour la critique universitaire, comme on verra aussi, je viens de donner l'exemple d'Alain Roch-Grillet, ce que les écrivains disent nous intéresse aussi. Mais il y a une distance, je dirais, parce que on s'intéresse à ce que les écrivains disent, mais on considère aussi que ce qu'ils disent n'est pas le dernier mot ou la vérité sur leur œuvre. C'est ça la différence. D'accord? On s'intéresse à ce qu'ils disent, mais on ne va pas croire à tout ce qu'ils disent. Ou on va écouter ce qu'ils disent de manière critique. D'accord? Voilà donc la première unité du XXe siècle. Et puis, on aura ici l'unité 4, classicisme contre romantisme, une reprise de la querelle des anciens et des modernes, qu'on va voir avant. Et parce que d'une certaine façon, on aura le classicisme comme une défense des valeurs classiques, et les romantiques avec la rénovation de la littérature, avec l'inspiration, la liberté de création, etc. Et pour ceux qui ont déjà fait ou suivi les cours de poésie ou panorama avec moi, vous connaissez quand même les textes de Stendhal, Racine et Shakespeare, la préface de Cromwell de Victor Hugo et les textes critiques de Charles Baudelaire, que vous connaissez en tant que poète, mais qui était un critique assez important. Et ici, c'est intéressant parce que vous voyez, Stendhal, c'est les romanciers, Victor Hugo, romancier, poète, dramaturge, et autres essayistes aussi, et Baudelaire, poète et critique littéraire, critique d'art, etc. Donc, je viens de parler de la critique des maîtres, c'est-à-dire les discours des écrivains sur l'art, sur la littérature. Et ici, nous avons 3 exemples
d'écrivains qui ont écrit aussi des textes critiques. D'accord? Et ce qui m'intéresse ici, c'est que cette opposition entre valeurs classiques et valeurs romantiques, ça va nous apporter une première approche du temps historique. D'accord? Et ça, c'est important. Et ceux et celles qui ont, encore une fois, déjà été des élèves, vous savez que j'aime bien dénaturaliser certaines vérités ou certaines notions. Et vous voyez que aujourd'hui, cette notion d'un temps historique, elle est assez consolidée, je vais le dire, n'est-ce pas? On comprend les choses de façon historique, mais cela n'a pas été toujours le cas. Donc, on verra qu'avec ces règles d'art classique et même de la Renaissance jusqu'aux Lumières, c'est comme si on avait une vérité absolue sur la façon de faire l'art, n'est-ce pas? Et avec les textes de Stendhal et Victor Hugo et d'une certaine façon Baudelaire aussi, on aura l'introduction de cette idée de l'historicité des phénomènes artistiques. Et quand je parle de historicité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient avant, il y a le présent et il y aura le futur. Ça semble bête, mais ça change complètement la conception artistique. D'accord? Et l'organisation aussi de textes historiques. C'est-à-dire, même si, quand je parle des valeurs littéraires et artistiques, je vais prendre une tragédie comme Édipe et je vais la lire aujourd'hui et je reconnais la valeur de ce texte. Mais je comprends que ce texte a été produit dans un autre contexte, dans un monde complètement différent du nôtre. N'est-ce pas? Donc, la valeur artistique, c'est une chose, mais la valeur historique, c'est une autre. D'accord? Et avec ce débat entre classicisme et romantisme, on aura cette introduction d'une temporalité pour la valeur artistique. D'accord? Et puis nous avons la critique scientifique et la critique impressionniste. C'est un autre débat parce que vous voyez ici ce débat entre classicisme et romantisme, il aura lieu dans la première moitié du XXe siècle. Et le débat entre la critique scientifique et la critique impressionniste, il aura lieu à la fin du XIXe siècle. Je n'ai pas mis les dates des textes de Taine, de Brunetière et Jules Lemaître, mais je peux le faire après. Parce qu'on aura une critique, cette critique scientifique, qui va essayer d'accorder ou de donner un aspect de science. Peut-être pas science exacte, mais des sciences à la critique littéraire. Et ça va venir surtout des influences des sciences naturelles comme l'origine des espèces, de Darwin, en français Darwin, et du positivisme. D'accord? Et de l'autre côté, on aura cette critique impressionniste. Et les noms, quand on parle d'impressionnisme, ne pensons pas à cette idée que nous avons en portugais de achisme, n'est-ce pas? Ah, c'est mon impression, c'est mon opinion. Non, c'est plutôt
on va chercher une critique où on va considérer que la critique n'est pas de l'ordre de la science, mais peut-être de l'esprit, de l'intellectuel, et aussi il y a ici une composante importante qui est celle de la capacité personnelle du critique de observer ou de reconnaître certains aspects dans une œuvre littéraire. Okay? Pas forcément des oppositions, mais en faisant cette opposition, ça peut vous aider à comprendre ce débat-là. Et puis, l'unité 6, nous avons donc l'histoire littéraire comme méthode. Et le plus important ici, c'est Gustave Lanson et la méthode de l'histoire littéraire. Et donc, je vais discuter avec vous plus ou moins la conception d'une histoire littéraire. C'est-à-dire, quand on se propose, ou je ne sais pas si vous avez déjà, si vous vous êtes déjà posé cette question, par exemple, quand vous prenez un manuel d'histoire littéraire, qu'est-ce que c'est ça, un manuel d'histoire littéraire? L'organisation des écrivains dans les temps, l'assemblage d'écrivains en groupe, par exemple. Toute organisation de la littérature en mouvement comme le romantisme, le réalisme, le symbolisme, ça c'est de l'histoire littéraire. C'est regarder dans le passé, voir plusieurs écrivains d'une époque et qu'est-ce qu'il y a en commun pour le mettre ensemble. Pourquoi, par exemple, on prend le romantisme? On regarde ce qui vient avant et quelle est l'influence au pourquoi ce qui est venu avant explique l'apparition du romantisme et quelle est l'influence du romantisme dans les mouvements qui viendra après. C'est-à-dire l'organisation en famille, en groupe, en mouvement, les influences, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des notions qui sont avant ou derrière l'organisation d'une histoire littéraire. D'accord? Et parce que sinon, on risque d'avoir tout simplement une liste de noms d'écrivains sans construire la connexion entre eux. C'est ça. Quand on se propose à faire une histoire littéraire, il faut penser à organiser des œuvres, des écrivains, autour d'un récit cohérent qui montre les influences et les successions entre les mouvements, les écrivains et les œuvres. D'accord? Donc, vous allez voir que nous avons en fait plusieurs façons de faire une histoire littéraire. D'accord? Et je lis ici le texte de Proust contre Sainte-Beuve. Et contre Sainte-Beuve, c'est le Sainte-Beuve de la première unité de cette deuxième partie. Pour deux raisons, c'est le texte de Marcel Proust, un écrivain aussi, mais c'est un texte critique de Proust, et il y aura une autre conception de l'œuvre littéraire qui n'est pas historique. Et donc, le but sera de parler de l'histoire littéraire. Et je vais apporter l'argument de Proust pour faire une contreposition à cette idée de l'historicité de l'œuvre littéraire. D'accord? Ensuite, voilà, on arrive au XXe siècle ou l'âge de la critique.
vous allez voir qu'au XXe siècle, on aura une profusion, une pléthore de courants critiques ou théoriques, n'est-ce pas? Ici, j'ai mis plutôt ceux qui sont plus importants dans le contexte français. On aura d'autres, dans d'autres contextes anglophones, slaves, etc. Peut-être que vous avez un contact avec ces autres courants dans les cours de critique littéraire offerts par les professeurs de théorie littéraire. Mais comme je disais tout à l'heure, le but ici, c'est de se tenir au contexte français. Donc, je vais faire un cours sur un panorama des courants de la critique du XXe siècle. Évidemment, je ne vais pas approfondir ou m'approfondir dans chaque courant littéraire, mais je vais juste vous présenter ce qui existe et vous donner une direction au cas où vous vous intéressez à un courant ou à un autre. D'accord? C'est vraiment un panorama, juste une introduction et vous montrer comment on peut les associer ou les dissocier, ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent dans tous ces courants au XXe siècle. Et d'une certaine façon, vous voyez ici, nous avons la critique psychanalytique, et puis la critique sociologique, la critique féministe, la critique structuraliste. D'une certaine façon, on aura un courant des critiques littéraires pour plus ou moins chaque discipline autonome. L'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la psychanalyse, le structuralisme, le post-structuralisme, la déconstruction, la sémiotique. Donc, toutes les disciplines, la phénoménologie, toutes les disciplines en quelque sorte des sciences humaines, ça va nous donner une différente approche de la littérature. D'accord? Et donc, aussi la linguistique. Ça, c'est important aussi, pour ne pas perdre de vue l'attention au texte, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on va observer au XXe siècle, cette association de la critique littéraire avec d'autres disciplines autonomes. Et donc, on va prendre la méthodologie de ces autres disciplines et les appliquer à l'interprétation ou à l'analyse du texte littéraire. D'accord? Et comme je vous ai dit, je vais faire un panorama superficiel. Et j'ai choisi ici de concentrer sur la critique sociologique parce que je pense que d'une certaine façon, les critiques textuelles aujourd'hui, elles sont démodées, plus ou moins démodées. D'accord? Donc, je vais le laisser un peu de côté. Et d'une certaine façon, comme vous savez, la critique féministe aujourd'hui est assez importante. Donc, moi, je considère en quelque sorte la critique féministe comme descendante de cette critique sociologique. Et on va essayer de voir les connexions ou la continuation d'une certaine critique sociologique dans la critique féministe. Quand je parle de cette continuation, quel est le rapport, c'est que on va essayer de voir dans la littérature la représentation des conflits sociaux, en quelque sorte, dans la littérature. Et quand on parle de critique féministe, tout court, c'est plus complexe que ça.
mais on peut essayer de voir dans la littérature le reflet d'une société patriarcale, etc. Donc, une représentation des enjeux de la femme dans la littérature, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire un peu comme ça. Au lieu c'est un choix. Il faut faire un choix. J'ai fait ces choix-là pour ce semestre. Le semestre dernier, quand j'avais commenté avec les élèves que j'allais offrir ces cours de critique, quelques étudiants ont démontré l'intérêt sur l'œuvre de Roland Barthes. Et Roland Barthes est peut-être le plus grand critique français du XXe siècle, n'est-ce pas? Il est peut-être un des plus grands critiques parce qu'il a beaucoup écrit en quantité, mais il a traversé le structuralisme, le post-structuralisme, la sémiotique. Donc, son œuvre est assez vaste. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, ou quelques exemples, il a écrit sur la littérature, sur la mode, sur la Chine, il a écrit sur la sémiotique, sur le cinéma, donc c'est sur la psychanalyse, il était en contact aussi avec la psychanalyse de Jacques Lacan à cette époque. Et donc, et peut-être pour le contexte français, le structuralisme est très important. Et comme je vous ai dit, je vous ai expliqué cette façon de condenser plusieurs sujets et parfois les contrastes, l'opposition, c'est une façon. Si la critique sociologique et la critique féministe nous envoient à quelque chose d'extérieur à l'œuvre littéraire ou un rapport ou à une relation à l'extérieur de l'œuvre, le structuralisme va nous emmener à l'intérieur de l'œuvre. Et donc, je vais faire cette unité 10 sur les structuralismes et la nouvelle critique. Et on termine avec Roland Barthes, parce que Roland Barthes était un représentant important du structuralisme dans la critique littéraire. D'accord? Et en plus, Roland Barthes, on va voir une discussion intéressante sur sur le plaisir du texte. Il a ce livre, Le plaisir du texte, qui est très intéressant parce que d'une certaine façon, on va mettre en valeur le texte littéraire. Il a un essai assez connu qui s'appelle La mort de l'auteur, A morte do autor, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet essai, dans lequel il dit que la naissance du texte, c'est quelque chose comme ça, pas forcément dans les mots, la naissance du texte va se faire avec la mort de l'auteur. Il faut tuer l'auteur pour faire venir le texte. Et donc, il va construire cette relation du plaisir du texte, une relation presque sensuelle avec le texte. C'est très intéressant. Raison pour laquelle je réserve 2 semaines pour parler de Roland Barthes, parce qu'on aura pas mal de choses à discuter. D'accord? Et pour les évaluations, je vais faire ici 4 évaluations, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, une évaluation de 20 points. Ce que je vais faire, c'est vous proposer une question et vous répondez à cette question avec un texte d'une page, plus ou moins.
n'est-ce pas? Encore une fois, je vais essayer de faire dans ces activités la même idée du cours. Donc, assembler certaines discussions. Donc, la première, les règles d'art, le classicisme, le romantisme. La deuxième, la critique scientifique, la critique impressionniste. La troisième, l'histoire littéraire et le formalisme. J'ai mis les dates ici plutôt comme référence. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de notre progression ici. Et normalement, je vais vous donner une semaine, deux pour répondre à ces questions. Et la dissertation, et comme je disais tout à l'heure, nous avons le temps, je peux expliquer tranquillement l'idée de la dissertation. J'ai appelé ici la dissertation parce que je vais faire plus ou moins la même procédé de la dissertation littéraire, mais la suggestion ici, elle est différente. Elle sera méthodologique, je vais dire. Parce que comme j'ai ouvert la présentation aujourd'hui du cours avec cette idée de vous offrir un cours de critique qui est en même temps une introduction à la méthodologie des études littéraires, mon objectif avec cette dissertation, c'est de vous préparer à l'élaboration d'un projet de master, d'un projet de mémoire, de monographie, ou d'un projet d'initiation scientifique. Et comme vous savez, pour faire un projet de master, de mémoire ou un projet d'études littéraires, vous devez faire, par exemple, vous devez présenter des objectifs de l'analyse, vous devez présenter un justificatif et la méthodologie de l'analyse. Et en fait, cette partie de la justification, n'est-ce pas, du projet et de la méthodologie, c'est une partie importante du projet et assez souvent, les élèves sortent de la licence sans savoir comment on fait ce genre de projet. Donc, comme je disais à English tout à l'heure, vous ne devez pas faire une analyse littéraire. Ce que je vais vous demander comme dissertation, c'est plutôt une discussion théorique, comme si vous alliez faire, ou c'est une espèce de projet un projet qui annonce une analyse. Et donc, j'ai mis les dates ici bien presque à la fin du semestre, parce que comme ça, vous aurez déjà vu pas mal de choses. Vous pouvez penser à votre identification à un courant littéraire ou théorique, à un courant critique ou théorique, et vous devez faire une discussion des concepts. D'accord? Et évidemment que pour faire ce genre de discussion, vous devez avoir en tête une œuvre littéraire à analyser. Donc, je vais vous laisser libre pour choisir, pas pour choisir, dans ces cas, vous pouvez utiliser ou penser n'importe quelle œuvre. Je vous demande tout simplement une œuvre littéraire française ou en langue française, et vous allez proposer une analyse d'une œuvre littéraire à partir d'une discussion conceptuelle. D'accord? Je vais vous expliquer, évidemment, au fur et à mesure, tout au long du semestre, je vais vous préparer à cette partie et je vais vous expliquer soigneusement comment faire l'objectif, la justification, la méthodologie,
pour voilà, préparer cette dissertation. C'est ce que j'appelle ici, je l'appelle dissertation, mais c'est une espèce de préparation à un projet. D'accord? Et genre, ouais, je n'ai pas un exemple à vous donner, mais oui, par exemple, je vais penser à Ingrid et son projet de PIB. De penser, par exemple, le roman Chanson douce. Ceux qui ont fait un roman avec moi connaissent ces romans, Chanson douce, et l'analyse de la violence contre la femme. Et par exemple, vous pouvez prendre la discussion à partir de l'analyse sociologique, l'analyse féministe, et puis vous proposez une analyse féministe par exemple, féministe de cette œuvre de Leila Slimani. Ça va? Mais ne vous inquiétez pas trop. Au fur et à mesure que les concepts et les discussions avancent, ce sera plus clair. D'accord? Et je vous explique un peu plus. Comme vous savez, je ne vous laisse pas seul pour l'élaboration de ce genre de travail. Je sais qu'ici, il y a peut-être Priscille, Fabienne, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, Eric, qui peut-être vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous suivez un cours avec moi. Ilan, Emily, Ingrid, Edgar. Edgar, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Je crois que Edgar, la dernière fois que tu as été mon élève, peut-être l'organisation des cours était un peu différente. Donc, ça peut être un peu nouveau pour toi aussi. Mais, Isabelle, Marcel, Marine, Ilan, Emily, Ingrid, c'est ce que je vois ici, qui sont toujours présents. Vous savez que je vous accompagne, je vous aide jusqu'à la release de la version finale du travail. N'est-ce pas? Et voilà pour la dissertation. Et j'ai mis ici une probabilité de date, n'est-ce pas? De sujet, problématique, plan, version finale et exposé oral. Et l'exposé oral, c'est comme les semestres précédents. N'est-ce pas? Vous allez faire une vidéo ou un espèce de podcast pour présenter oralement cette discussion. N'est-ce pas? Et là, c'est intéressant parce que, par exemple, si vous postulez à une sélection de master, par exemple, vous aurez une interview dans laquelle vous devez répondre à des questions à propos de votre projet. Donc, c'est toujours important de savoir parler de notre recherche. Raison pour laquelle j'insiste avec l'exposé oral. D'accord? Et c'est ça. Et est-ce que vous avez des questions? La présentation du programme, j'espère qu'elle ne servira pas ou qu'elle ne servira pas à vous décourager et retirer l'inscription de ce cours. Nous ne sommes pas très nombreux. Je pense qu'en tout, nous sommes 18. Et j'espère que vous allez continuer jusqu'à la fin du semestre. Mais comme je vous ai dit aussi, le programme est long, mais sûrement, je pense que la quantité de lecture sera peut-être moins qu'un cours de roman, par exemple. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, le plus important ici, c'est c'est important. C'est important de lire des textes critiques et théoriques et apprendre à les lire.
mais aussi certaines notions, on peut les avoir à partir des lectures secondaires. Et est-ce que vous avez des questions? Oui, non? À mon avis, les cours de critique, c'est un des cours les plus intéressants et les plus fondamentaux de toutes les littératures que vous faites. Parce que l'objectif, c'est de vous donner l'autonomie, l'indépendance de l'analyse littéraire pour votre vie depuis la fin de vos études en licence. Ça va donc, je vous demande si vous avez des questions. Je pense que non, personne m'a répondu. Et ça, c'est le problème de l'enseignement à distance. Et sinon, donc, je vais revenir ici tout au début. Voilà. Ici, ce sont ces concepts clés. Ici, peut-être je vais vous laisser lire ou jeter un coup d'œil sur les documents qui est disponible dans le fichier de l'introduction pour la semaine prochaine. Parce que l'idée, en fait, c'est d'expliquer plus ou moins ce qu'est la critique. Comme je vous ai dit, à la base, la critique littéraire, c'est tout discours à propos de la littérature qui vise l'interprétation, l'analyse ou la production littéraire. N'est-ce pas? L'esthétique, ici, c'est un concept important. L'esthétique, elle est devenue une discipline philosophique. Dans la philosophie, nous avons la métaphysique, l'éthique, et nous avons l'esthétique aujourd'hui. L'idée de l'esthétique, c'est d'une certaine façon le phénomène de la réception de l'œuvre d'art, n'est-ce pas? C'est-à-dire le contact que nous avons à partir de l'essence physique, la vision, le toucher, l'odeur, etc. Pour la littérature, évidemment, nous avons le texte, donc la vision, mais la lecture littéraire, elle nous propose d'autres sensations corporelles aussi, n'est-ce pas? Mais dans les arts plastiques, nous avons la possibilité d'avoir la vision, le toucher, la texture. Je ne sais pas, peut-être il y a des expériences aujourd'hui avec les goûts, l'odeur, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons les goûts, tous, et ça nous renvoie à un domaine de l'expérience artistique et littéraire qui est très personnel, n'est-ce pas? Parce que, genre, après toute interprétation, analyse, discussion, on peut avoir un goût personnel et dire j'aime ça, je n'aime pas cela. J'aime ceci, je n'aime pas cela. N'est-ce pas? Je dis assez souvent, par exemple, n'est-ce pas, en tant que professeur de littérature, je suis en contact avec les grandes œuvres de la littérature française, brésilienne, etc. Et on va penser que nous avons un goût hyper exigeant, n'est-ce pas? Non, je ne vais au cinéma que pour regarder le film d'art. Non. Moi, par exemple, j'adore les novellas à la télé.
mais je n'ai plus le temps de regarder. Genre, peut-être que ce n'est pas de votre époque, mais à Vélier de Brasil, j'ai regardé du début à la fin et je vibrais avec Carmine et Nina. Donc, on peut penser, ah oui, c'est un produit de consommation de masse. Oui, peu importe, mais j'adore les novellas. En tant que musique, j'adore la musique brève, n'est-ce pas? Je peux écouter, je sais pas, Bach, que j'aime bien, mais aussi Barões da Pisadinha, n'est-ce pas? Et ces choses-là sont de l'ordre du goût. C'est-à-dire, le goût, c'est mon opinion personnelle, mon affection, quelque chose qui me touche affectivement. Je ne sais pas expliquer parfois pourquoi, mais j'aime, n'est-ce pas? L'herméneutique, c'est un autre concept important qui fait rapport à l'interprétation des textes. C'est l'art de l'interprétation des textes. Et l'herméneutique, nous avons l'application de cette méthode aux textes religieux, par exemple, aux textes juridiques et aux textes littéraires, par exemple. C'est-à-dire, c'est toute façon ou tout effort d'interprétation d'un texte. C'est ça l'herméneutique. L'histoire littéraire, on va parler un peu plus, j'ai déjà commenté aujourd'hui rapidement. Poétique, je vais rentrer dans le débat la semaine prochaine. La poétique, quand on parle de poétique, dans un contexte antique, comme Aristote, Horace, etc., comme je vous ai dit, c'est où ce sont les règles de production artistique. Mais il y a une espèce de discipline aussi dans les études littéraires qu'on va appeler au XXe siècle de poétique aussi, qui est une façon d'étudier comment un certain écrivain écrit, produit ses textes. On va essayer de voir quelle est la façon de cet écrivain de produire ses textes, son style, les récurrences, et de l'observation de ses œuvres, on va essayer de détacher quelles sont les règles générales de la production littéraire d'un certain écrivain. Vous voyez, par exemple, si on parle de la poétique de Guimarães Rosa, donc c'est un certain travail du langage, le néologisme, etc. Les néologismes et en même temps l'utilisation d'un langage populaire, cette dichotomie entre universel et particulier. Donc, vous voyez, ça c'est la poétique moderne. Comment on est capable de reconnaître dans l'œuvre d'un écrivain ses récurrences et sa façon d'écrire. Et la théorie, tout court, je vais revenir pendant le semestre dans cette discussion de ce qui est la théorie littéraire, mais la théorie, on peut dire ici, grosso modo, comme la discussion des concepts qu'on va utiliser. Par exemple, personnage, le concept de personnage. Quand on se propose à analyser un personnage dans un livre, par exemple, on peut penser, par exemple, quand nous avons une nomenclature pour parler des personnages plats et des personnages profonds, par exemple. La définition des personnages plats, c'est un personnage qui va du début de l'histoire jusqu'à la fin avec la même psychologie, la même façon d'agir, etc. Un personnage profond, c'est un personnage
qui a une profondeur psychologique, qui est contradictoire, qui est complexe. Donc, on utilise ces idées de personnages plats et personnages ronds, plano et redondo, ou sphérique. Ça dépend du théoricien. Donc, la discussion qu'on fait à propos de personnages, du concept des personnages, c'est la théorie. La théorie aujourd'hui est devenue une espèce de discours métalinguistique sur les notions et les concepts qu'on va utiliser. D'accord? Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, pour le... j'arrête le partage ici et je vais partager encore une fois notre salle virtuelle. Voilà. Donc, l'introduction ici, dans le fichier l'introduction, nous avons le programme du cours, celui que je vous ai montré aujourd'hui. Vous pouvez ignorer compagnon et élève ici. Et peut-être que je vais retirer, parce que je vais reprendre ça dans l'introduction de la deuxième partie. Je vais retirer ce texte-là et je vais vous laisser le programme, les dictionnaires du littéraire avec ces entrées-là. Vous pouvez jeter un coup d'œil juste pour une notion. Et cette autre entrée ici, la critique. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander dans cet après-midi d'entrer dans les fichiers de l'Antiquité classique, Milésis, Catharsis et les traités poétiques. Pour l'instant, ce fichier est vide, mais je vais mettre un article et l'introduction d'un livre à lire pour la semaine prochaine. D'accord? C'est un article sur les traités poétiques comme genre textuel, et l'introduction d'un livre en portugais sur Aristote, Horace et Longin. D'accord? Est-ce que ça va? Des questions? Ou peut-être vous avez faim? Ça va? Et donc, j'espère pour la semaine prochaine avoir un peu plus de participation, d'accord? C'est ça. Donc, parce que sinon, si vous ne participez pas, je vais avoir l'impression qu'il s'agit d'une vidéo pour YouTube. Je vais vous demander de liker cette vidéo et de suivre dans mon canal YouTube. Et voilà, et partager cette vidéo avec vos amis, etc. Et sinon, je vais prendre une autre esthétique pour ce genre de vidéos. Donc, il s'agit d'un cours. J'espère avoir un peu plus d'interaction avec vous. D'accord? Et merci, Eric, de laisser ces mots. Et donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, mardi prochain, à 10h, pour parler de les traités poétiques classiques. Et cet après-midi, donc, je vais télécharger les textes, les références, et je vous laisse un mot ici dans notre chat de conversation avec ce qu'il faut lire pour la semaine prochaine. D'accord? Si vous n'avez plus de questions, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Encore une fois, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours de critique littéraire. Et j'espère avoir des bonnes discussions jusqu'à la fin du semestre. D'accord? Merci beaucoup, Daniel. Merci. Trop gentil. D'accord. Merci Ingrid, Erika. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne continuation. Au revoir. Merci. À toi aussi. Daniel, Oui.
J'ai un doute à propos de public. Ah, Iman, d'accord. Donc, je vais t'appeler, d'accord? Oui, d'accord. Merci. OK. Au revoir.